c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires, toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, on arrive à la fin de la première partie de ce petit livre de Murray Rothbard, État, mais qu'as-tu fait de la monnaie, qui nous permet de consolider bien des connaissances. La dernière fois, Rothbard nous a enseigné que l'unité monétaire, c'est une unité de poids de la monnaie marchandise et que sous un régime de liberté, les marchandises qui servent de monnaie, leur choix et leur forme, résultent de décisions prises volontairement par des individus libres. Et donc, que battre monnaie, c'est une activité privée aussi légitime que n'importe quel commerce. Concernant la quantité optimale de monnaie à émettre, il nous a fait comprendre la chose suivante. Augmenter l'offre de monnaie ne fait que diluer l'efficacité de chaque once d'or. À l'inverse, diminuer l'offre améliore la capacité de chaque once à jouer son rôle, de telle sorte que la quantité de monnaie disponible n'a aucune importance. Le marché s'ajuste en modifiant le pouvoir d'achat ou l'efficacité de l'unité monétaire. Pour cette raison, il est absolument inutile de chercher à modifier l'offre de monnaie, celle-ci est déterminée par le marché. Abordons la fin de cette première partie. Il est question de thésaurisation, de stabilisation des prix, de coexistence de plusieurs monnaies et d'entrepôts de monnaie, les banques. Allons-y. Petit 9. Le problème de la thésaurisation. On ne fait pas taire aussi facilement les adversaires de la liberté monétaire. En particulier, on voit toujours ressurgir l'épouvantail de la thésaurisation. On imagine un vieux grippe-sous égoïste qui, soit par bêtise, soit même par méchanceté, amasse de l'or dans sa cave où il rassemble un trésor, interrompant ainsi le flux et la circulation du commerce, provoquant une récession et d'autres maux. La thésaurisation est-elle vraiment une menace ? D'abord, ce qui s'est passé est tout simplement une hausse de la demande de monnaie de la part de l'avare. Il en résulte que les prix des biens chutent et que le pouvoir d'achat de l'once d'or s'élève. Il n'y a aucune perte pour la société, qui continue de fonctionner avec moins d'onces d'or actives, chacun ayant plus de pouvoir d'achat. Même en ayant la vision la plus pessimiste des choses, rien de tout cela n'est grave, et la liberté monétaire ne pose aucun problème. Mais il y a un autre aspect de la question. Il n'est en effet aucunement irrationnel que les gens désirent plus ou moins de monnaie dans leurs encaisses. À ce stade, il nous faut examiner plus en détail la question des encaisses. Pourquoi les gens détiennent-ils des encaisses ? Supposez que nous soyons capables de prédire l'avenir avec une certitude absolue. Dans ce cas, personne n'aurait besoin de détenir d'encaisse. Tout le monde saurait exactement combien il va dépenser, combien il va gagner, à quel moment dans le futur. On n'aurait plus besoin de conserver de la monnaie. Et l'on pourrait prêter son or de façon à être remboursé juste au bon moment du montant nécessaire. Seulement, nous vivons nécessairement dans l'incertitude. Les gens ne savent pas précisément ce qui va leur arriver, ni quelles seront leurs futures recettes ou dépenses.
plus ils sont indécis et craintifs, plus ils veulent détenir d'encaisse. Plus ils sont confiants, moins ils souhaitent détenir d'encaisse. Mais il y a un autre motif pour conserver des espèces, lié à une incertitude du monde réel. Il se peut que les gens anticipent une baisse du prix de la monnaie, qu'ils souhaitent dépenser leur monnaie pendant qu'elle a encore de la valeur, et que cette liquidation réduise leur demande de monnaie. Inversement, s'ils anticipent une hausse du prix de la monnaie, ils préfèrent attendre plus tard pour la dépenser lorsqu'elle aura pris de la valeur et leur demande de monnaie est élevée. Par conséquent, il y a de vraies bonnes raisons pour que la demande d'encaisse fluctue. Les économistes se trompent s'ils considèrent comme un problème le fait que la monnaie ne circule pas constamment. La monnaie n'a qu'une valeur d'échange, mais elle n'est pas seulement utile au moment de l'échange. Cette vérité est souvent négligée. Elle n'est pas moins utile quand elle dort, dans l'encaisse d'un individu, même si c'est dans le trésor d'un avare, car cette monnaie est conservée pour l'instant en vue d'un futur échange. Elle confère à son possesseur, dès maintenant, le pouvoir de réaliser un échange à tout moment, présent ou futur, lorsqu'il le voudra. Faut pas oublier que tout l'or est la propriété de quelqu'un, et par conséquent, il doit bien se trouver dans des encaisses. S'il y a 3000 tonnes d'or dans la société, les 3000 tonnes doivent à tout moment appartenir à des individus et être détenus dans leurs encaisses. La somme des encaisses est toujours égale au stock total d'or dans la société. Ainsi, ironiquement, sans l'incertitude du monde réel, nous pourrions nous passer entièrement de système monétaire. Dans un monde certain, personne ne voudrait détenir de la monnaie, si bien que la demande de monnaie chuterait, les prix s'envoleraient à l'infini et le système monétaire s'effondrerait. Au lieu de considérer les encaisses comme un fléau freinant les échanges monétaires, il faut absolument reconnaître leur utilité pour l'économie. Par ailleurs, dire que la monnaie circule est une expression trompeuse. Comme toutes les métaphores issues des sciences physiques, celle-ci a une connotation mécanique comme s'il s'agissait d'un processus indépendant de la volonté humaine, le flux de monnaie circulant à une certaine vitesse ou vélocité. En réalité, la monnaie ne circule pas. De temps en temps, elle est transférée de l'encaisse d'une personne à une autre. De nouveau, la monnaie n'existe que parce que les gens désirent détenir des encaisses. Au début de ce chapitre, nous avons vu que la thésaurisation ne cause jamais aucun tort à la société. À présent, nous allons voir qu'il y a un avantage pour la société à ce que le prix de la monnaie puisse varier, soit à cause des fluctuations de la demande de monnaie, soit à cause d'une offre accrue de biens et services. Faisons l'hypothèse que l'offre reste constante. Par exemple, 3000 tonnes. Maintenant, imaginons que pour un motif quelconque, tel qu'une baisse de confiance dans la population, la demande d'encaisse monétaire augmente. Il est certes avantageux socialement de satisfaire cette demande. Mais comment la satisfaire puisque l'offre totale de monnaie est constante? Tout simplement de la façon suivante. Lorsque les gens accordent plus d'importance aux encaisses monétaires, la demande de monnaie augmente et les prix baissent. Ainsi, le total des encaisses monétaires peut rester inchangé tout en ayant des encaisses réelles plus élevées, c'est-à-dire plus élevées par rapport aux autres biens, afin que la monnaie puisse jouer son rôle. Bref, les encaisses réelles augmentent. Réciproquement, une baisse de la demande de monnaie se traduit par plus de dépenses et une hausse générale des prix. Le désir du public de réduire son encaisse réelle est satisfait car une même quantité de monnaie doit fournir plus de travail. Ainsi, lorsque les prix bougent à cause d'un changement dans l'offre, cela ne fait qu'altérer l'efficacité de chaque unité monétaire et n'apporte aucun bénéfice social. Mais une hausse ou une baisse des prix qui résulte de la demande d'encaisse monétaire apporte bien un bénéfice social puisqu'elle satisfait un désir de détenir des encaisses plus ou moins importantes par rapport au travail fourni par la monnaie. À l'inverse, une offre accrue de monnaie frustre le désir du public
d'augmenter l'efficacité de son encaisse monétaire. Efficacité en termes de pouvoir d'achat. Les gens répondent presque toujours, si on leur pose la question, qu'ils veulent avoir plus de monnaie possible. Mais ce qu'ils veulent réellement, ce ne sont pas de simples unités monétaires, plus d'onces d'or ou de dollars, mais des unités plus efficaces, c'est-à-dire la faculté d'acheter plus de biens et de services. Nous avons vu que la société ne peut satisfaire sa demande de monnaie en augmentant l'offre, parce que cela ne fait que diluer l'efficacité de chaque once, qu'en réalité la monnaie n'est pas plus abondante qu'avant. L'extraction minière ne peut pas améliorer le niveau de vie des gens, sauf pour les usages non monétaires de l'or. Si les gens veulent détenir des onces d'or plus efficaces dans leurs encaisses, ils peuvent les obtenir via une baisse des prix et une hausse du pouvoir d'achat de chaque once. Petit 10. Stabiliser le niveau des prix. Certains théoriciens affirment qu'il est imprudent d'avoir un système monétaire libre parce qu'il ne stabilise pas le niveau des prix, c'est-à-dire le prix de l'unité monétaire. La monnaie, disent-ils, est censée fournir un point de repère qui ne change jamais. Par conséquent, sa valeur ou son pouvoir d'achat doit être stabilisé. Puisque, admettons-le, le prix de la monnaie peut fluctuer sur un marché libre, la gestion de l'État doit prendre le pas sur la liberté afin de garantir la stabilité. La stabilité est un gage de justice entre les débiteurs et les créanciers qui sont certains d'être payés en dollars ou en onces d'or de même pouvoir d'achat que ceux qu'ils ont prêtés. Pourtant, si les débiteurs et les créanciers voulaient se protéger contre des variations futures de pouvoir d'achat, ils pourraient le faire aisément sur le marché. Au moment où ils passent un contrat, ils peuvent se mettre d'accord pour que les remboursements soient ajustés en fonction d'un indice qui reflète les fluctuations du prix de la monnaie. Les partisans de la stabilisation ont depuis longtemps proposé ce genre de mesures, mais curieusement, les débiteurs et créanciers, qui sont censés être les premiers bénéficiaires de la stabilité, en font rarement usage. L'État devrait-il forcer les gens à profiter de certains avantages lorsque spontanément ils les rejettent? Apparemment, les hommes d'affaires préfèrent tenter leur chance dans ce monde irrémédiablement incertain et se fier à leur aptitude à anticiper les conditions du marché. Après tout, le prix de la monnaie n'est pas différent des autres prix sur le marché, puisqu'il peut varier en réponse aux variations de la demande des individus. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour l'unité monétaire? Une stabilisation artificielle cause en fait de graves distorsions et des entraves au bon fonctionnement du marché. Comme nous l'avons vu, les gens sont inévitablement frustrés s'ils ne peuvent pas modifier la taille de leurs encaisses réelles. Il est alors impossible d'ajuster ces encaisses réelles en fonction des prix. Plus encore, l'amélioration du niveau de vie s'accompagne d'investissements dont le public récolte les fruits. Les gains de productivité tendent à faire baisser les prix et les coûts, et ainsi à distribuer au public le résultat des initiatives individuelles en améliorant le niveau de vie de tous les consommateurs. Rehausser de force le niveau des prix empêche cette amélioration du niveau de vie de se diffuser. La monnaie, en résumé, n'est pas un point de repère fixe. C'est une marchandise qui sert de moyen d'échange. La flexibilité de sa valeur en réponse à la demande des consommateurs est tout aussi importante et tout aussi utile que n'importe quelle autre variation de prix sur le marché. Petit 11. La coexistence de plusieurs monnaies. Jusqu'ici, nous avons peint le tableau d'une monnaie dans une économie parfaitement libre de la façon suivante. De l'or ou de l'argent vient à être utilisé comme moyen d'échange. Des pièces d'or frappées par des entreprises privées en concurrence circulent avec différents poids. Les prix fluctuent librement sur le marché selon la demande des consommateurs et la disponibilité des ressources productives.
La liberté des prix nécessite obligatoirement que le pouvoir d'achat de l'unité monétaire fluctue sans entrave. Il est impossible d'user de la force et d'intervenir dans les mouvements de la monnaie sans simultanément perturber la liberté des prix pour les autres biens. Une telle économie libre n'est pas chaotique. Au contraire, elle s'adapte rapidement et efficacement pour satisfaire les demandes des consommateurs. Le marché monétaire aussi peut être libre. Jusqu'à maintenant, nous avons simplifié le problème en n'envisageant qu'un seul métal comme monnaie, par exemple l'or. Supposons que 2 monnaies ou plus continuent de circuler sur le marché mondial, par exemple l'or et l'argent. Peut-être l'or est-il la monnaie dans certaines régions et l'argent dans d'autres, ou alors les deux peuvent circuler côte à côte. Par exemple, comme l'once d'or a plus de valeur sur le marché que l'argent, l'or peut être utilisé pour les transactions plus importantes et l'argent pour les plus petites. Est-ce que la coexistence de 2 monnaies ne risque pas d'être chaotique? Dès lors, ne faut-il pas que l'État intervienne pour imposer un ratio fixe entre les deux, le bimétallisme, ou bien démonétiser l'un des deux d'une manière ou d'une autre en imposant un standard unique? On peut parfaitement envisager que le marché, laissé librement à lui-même, finisse par n'avoir qu'une seule monnaie métallique, si ce n'est que, au cours des derniers siècles, l'argent a obstinément tenu bon face à l'or. Mais l'État n'a pas eu besoin d'intervenir pour sauver de la catastrophe ce marché avec 2 monnaies. Si l'argent a continué de circuler, c'est précisément parce qu'il est très pratique, par exemple pour la petite monnaie. L'or et l'argent peuvent coexister sans difficulté comme cela s'est produit par le passé. L'offre et la demande respective des 2 métaux déterminent le taux de change entre les deux, et ce taux, comme tout autre prix, fluctue sans cesse en réponse à ces forces changeantes. À un moment donné, par exemple, l'or et l'argent peuvent s'échanger à 16 pour 1, à un autre moment à 15 pour 1, etc. C'est la situation concrète du marché qui détermine laquelle des 2 monnaies sert de monnaie de compte. Lorsque c'est l'or, la plupart des transactions se font en onces d'or et le cours de l'argent fluctue librement par rapport à l'or. Le taux de change et le pouvoir d'achat des 2 monnaies tendent toujours à être proportionnels. Si les prix des biens en argent sont 15 fois plus élevés qu'en or, le taux de change est de 15 pour 1. Sinon, on pourrait réaliser des échanges entre les deux jusqu'à ce que la parité soit atteinte. Par exemple, si les prix en argent sont 20 fois plus élevés qu'en or, mais que le taux de change est de 15 pour 1, les gens se précipitent pour vendre leurs produits contre de l'or, acheter de l'argent et racheter immédiatement des biens avec l'argent en faisant un bénéfice au passage. Ceci rétablit rapidement la parité du pouvoir d'achat du taux de change. Tandis que l'or devient un meilleur marché en termes d'argent, les prix en argent montent et les prix en or diminuent. Le marché, en résumé, est remarquablement ordonné, non seulement lorsque la monnaie circule librement, mais aussi lorsque plusieurs monnaies sont en circulation. Quel étalon aurions-nous avec une monnaie libre? Ce qui compte, c'est que cet étalon ne soit pas imposé par décret gouvernemental. Le marché, laissé à lui-même, peut aussi bien sélectionner l'or en tant que monnaie unique, étalon or, ou l'argent en tant que monnaie unique, étalon argent, ou plus probablement les deux avec un taux de change flottant, standard parallèle. Les entrepôts de monnaie. Supposons donc que le marché établisse une monnaie qui est l'or, de nouveau nous oublions l'argent pour simplifier. Même sous la forme de pièces faciles à utiliser, l'or est souvent encombrant, peu commode à transporter et à utiliser dans les échanges. Pour les grosses transactions, il est impensable et coûteux de transporter des centaines de kilos d'or. Mais le marché, toujours prompt à répondre aux besoins de la société, vient à la rescousse. L'or, tout d'abord, doit être stocké quelque part,
Et tout comme la spécialisation est efficace dans les autres activités commerciales, elle l'est également pour les entrepôts. Certaines sociétés réussissent sur le marché du stockage, certaines sont des entrepôts d'or et gardent l'or pour le compte de myriades de propriétaires. Comme avec n'importe quel entrepôt, le propriétaire conserve la propriété des biens et ce titre est consigné sous la forme d'un certificat de dépôt qu'on lui remet au moment où il dépose les biens. Ce certificat autorise le propriétaire à venir les retirer à tout moment. Comme n'importe quelle entreprise, l'entrepôt réalise des bénéfices en facturant ses services. Il y a toutes les raisons de penser que les entrepôts d'or ou les entrepôts de monnaie peuvent prospérer dans un marché libre comme n'importe quel autre entrepôt. En fait, le stockage joue même un rôle plus important dans le cas de la monnaie, car tous les biens finissent par être consommés et doivent être sortis de l'entrepôt avant d'être utilisés pour la production ou pour être consommés. Mais la monnaie, ainsi que nous l'avons vu, n'est pas utilisée. Soit elle est échangée contre d'autres biens, soit elle est stockée dans l'attente de tels échanges dans le futur. En clair, la monnaie n'est jamais vraiment consommée, mais simplement transférée d'une personne à une autre. Dans ces conditions, il est forcément plus pratique de transférer les certificats de dépôt plutôt que l'or lui-même. Supposons par exemple que Durand et Martin stockent leur or dans le même entrepôt. Durand vend une automobile à Martin pour 100 onces d'or, pourrait passer par le processus coûteux consistant pour Durand à convertir en or son certificat de dépôt, puis à transporter l'or dans le bureau de Martin qui prendrait l'or et retournerait à l'entrepôt pour le déposer. Il y a toutes les chances pour qu'ils optent pour une solution bien plus pratique. Il suffit que Durand donne à Martin un certificat de dépôt pour 100 onces d'or. De cette façon, les certificats de dépôt finissent par être utilisés de plus en plus comme des substituts monétaires. Les transactions où l'or doit être déplacé deviennent de plus en plus rares. Dans la plupart des cas, on utilise des titres écrits à la place de l'or. Lorsque le marché se développe, il y a 3 limites à ce processus de substitution. La première est dans quelle mesure les gens utilisent le certificat de dépôt des entrepôts, appelé banque, à la place de la monnaie. C'est évident car si Durand, pour une raison quelconque, refuse d'utiliser une banque, Martin est bien obligé de transporter l'or. La deuxième limite est la part de marché de chaque banque. En d'autres termes, plus il y a de transactions entre clients de banques différentes, plus l'or doit être déplacé. Plus les échanges se passent entre clients d'une même banque, moins il faut déplacer l'or. Si Durand et Martin sont clients de 2 banques différentes, c'est la banque de Martin, ou Martin lui-même, qui doit aller déposer l'or à la banque de Durand. La troisième limite est la confiance que les clients accordent à leur banque. Par exemple, s'ils découvrent que les dirigeants ont un casier judiciaire, la banque risque probablement de perdre tous ses clients dans un bref délai. De ce point de vue, il n'y a aucune différence avec les autres entrepôts ou tous les autres commerces qui reposent sur la bonne foi. À mesure que les banques prospèrent et que la confiance se développe, leurs clients peuvent trouver plus pratique de renoncer à leur certificat de dépôt, appelé billet de banque, et décider d'avoir à la place des titres de propriété consignés dans les comptes de la banque. Dans le domaine monétaire, ces derniers s'appellent des comptes courants. Au lieu de transporter des reçus en papier, le client possède un titre de propriété qui figure dans les livres de la banque. Pour réaliser un échange, il ordonne à son entrepôt de transférer une portion de son compte courant chez quelqu'un d'autre. Ainsi, dans notre exemple, Martin donne instruction à sa banque de transférer la propriété de 100 onces d'or vers le compte courant de Durand. Cet ordre est ce que l'on appelle un chèque. Économiquement parlant, il n'y a évidemment aucune différence entre un billet de banque et un compte courant. Les deux sont des titres de propriété sur de l'or qui est entreposé. Les deux peuvent être transférés en tant que substitut monétaire
et ils sont limités par les mêmes 3 facteurs que précédemment. Le client peut choisir, selon ce qu'il arrange, de conserver son titre de propriété sous forme de billet ou sous forme de compte courant. Quelle est la conséquence de ces opérations pour l'offre de monnaie? Si des billets de banque sont utilisés comme substitut monétaire, est-ce que cela signifie que le stock de monnaie de l'économie a augmenté alors que le stock d'or est le même? Certainement pas. Car les substituts monétaires ne sont rien de plus que des certificats de dépôt pour de l'or qui est effectivement en stock. Si Durand amène 100 onces d'or à son entrepôt et reçoit un certificat, ce dernier peut servir de monnaie sur le marché, mais seulement un substitut d'or, pas comme un supplément d'or. L'or dans le coffre ne fait plus partie de l'offre effective de monnaie et il est gardé en réserve pour le certificat afin que le propriétaire puisse le réclamer quand il le souhaite. Que l'usage des substituts augmente ou qu'il diminue, cela ne modifie en rien l'offre de monnaie. Seule la forme de l'offre est différente. Le total est le même. Ainsi, l'offre de monnaie d'une communauté peut commencer à 10 millions d'onces, puis 6 millions d'onces sont déposées dans des banques contre des certificats, après quoi l'offre est alors de 4 millions d'onces d'or et 6 millions d'onces sous la forme de billets de banque reposant sur de l'or. L'offre totale de monnaie reste la même. Curieusement, beaucoup de gens affirment que les banques ne pourraient jamais gagner leur vie si elles devaient fonctionner ainsi avec 100% de réserve, avec de l'or pour chaque certificat. Pourtant, cela ne pose aucun problème, pas plus que pour n'importe quel entrepôt. Quasiment tous les entrepôts conservent les biens de leurs propriétaires, c'est-à-dire 100% de réserve. En fait, s'ils agissaient autrement, ce serait considéré comme de la fraude ou du vol. Leurs profits proviennent des services qu'ils facturent à leurs clients. Les banques peuvent facturer leurs services de la même manière. On rétorque que les clients n'accepteraient pas de payer des frais élevés. Cela signifie que les services bancaires ne sont pas très demandés et que leur usage doit baisser jusqu'à des niveaux qui soient attractifs pour les consommateurs. Nous en venons maintenant à ce qui est peut-être la question la plus épineuse pour tout économiste étudiant la monnaie. L'évaluation de la banque à réserve fractionnaire. Nous devons nous demander, la banque à réserve fractionnaire est-elle autorisée sur un marché libre ou bien est-elle considérée comme frauduleuse? On sait que les banques sont rarement restées très longtemps sur une base de 100%. La monnaie peut rester longtemps sans sortir de l'entrepôt et il est tentant pour la banque d'en utiliser une partie pour son propre compte, d'autant plus tentant que, d'ordinaire, les gens ne cherchent pas à savoir si les pièces qu'ils retirent sont exactement celles qu'ils avaient déposées. La banque est donc incitée à utiliser la monnaie de quelqu'un d'autre pour son profit personnel. Si la banque prête directement cet or, bien sûr, les certificats deviennent partiellement invalides. Il n'y a plus autant d'or que de certificats. En clair, la banque est en situation de faillite puisqu'elle ne pourrait en aucun cas remplir ses obligations le cas échéant. Si tous ses clients lui demandent leurs biens, elle est dans l'incapacité de le leur rendre. En général, au lieu de prêter directement l'or, les banques impriment des pseudo-certificats de dépôt sans réserve, c'est-à-dire pour de l'or qui n'existe pas. Elle réalise alors un profit en prêtant ces certificats. Économiquement, le résultat est le même. Il y a plus de certificats que d'or dans les coffres. La banque a émis des certificats de dépôt qui ne reposent sur rien, alors qu'ils sont censés représenter 100% de leur valeur faciale en or. Les pseudo-certificats sont écoulés sur le marché, où ils sont pris pour des vrais et ainsi l'offre de monnaie augmente. Dans l'exemple précédent, si la banque émet des faux certificats pour 2 millions d'onces sans avoir l'or correspondant, l'offre de monnaie passe de 10 à 12 millions d'onces, jusqu'à ce que le tour de passe-passe soit découvert et remis en ordre. Il y a maintenant, en plus des 4 millions d'onces d'or détenus par le public, 8 millions d'onces de substituts monétaires dont seulement 6 reposent sur de l'or.
L'émission de faux certificats, comme le faux monnayage de pièces de monnaie, est un exemple d'inflation, phénomène que nous étudierons plus loin. L'inflation peut être définie comme toute augmentation de l'offre de monnaie ne correspondant pas à une augmentation du stock de métal. Les banques à réserve fractionnaire sont donc des institutions foncièrement inflationnistes. Leurs partisans répondent que les banques, comme toute entreprise, prennent des risques. C'est vrai, si tous les déposants viennent effectuer des retraits en même temps, la banque est en faillite puisqu'il n'y a pas assez d'or dans les coffres pour tous les certificats. Mais les banques parient avec de bonnes raisons que tout le monde ne viendra pas demander son or. Il y a cependant une différence considérable entre les banques à réserve fractionnaire et les autres entreprises. C'est leur propre argent ou de l'argent emprunté que les autres entrepreneurs risquent dans leurs affaires. Lorsqu'ils empruntent, ils doivent s'engager à rembourser à une date future. Charge à eux d'avoir suffisamment de monnaie pour respecter cet engagement à la date prévue. Si Durand emprunte 100 onces d'or pendant un an, il doit s'arranger pour avoir 100 onces d'or à cette date. Mais la banque n'emprunte pas à ses déposants. Elle ne s'engage pas à leur rembourser l'or à une date donnée. Au lieu de cela, elle s'engage à convertir les billets de banque en or à première demande, quelle que soit la date. En bref, un billet de banque n'est pas une reconnaissance de dette ou une créance, c'est un certificat de dépôt pour la propriété de quelqu'un d'autre. De plus, lorsqu'un homme d'affaires prête ou emprunte de la monnaie, il n'augmente pas l'offre de monnaie. Les fonds prêtés proviennent d'une épargne, et une partie de l'offre de monnaie existante est transférée de l'épargnant vers l'emprunteur. L'émission par les banques, au contraire, accroît artificiellement l'offre de monnaie puisque de faux certificats sont écoulés sur le marché. Le risque encouru par une banque n'est donc pas le risque habituel dans les affaires. Contrairement à un entrepreneur, elle n'échelonne pas ses actifs dans le temps proportionnellement à ses engagements afin d'avoir toujours assez de monnaie pour payer ses factures aux dates d'échéance. Au lieu de cela, la plupart de ses engagements sont instantanés, mais ses actifs ne le sont pas. La banque sort de la monnaie d'un chapeau, ce qui la dispense d'acheter de la monnaie en produisant et en vendant ses services comme tout un chacun. La banque est donc déjà et à tout moment en situation de faillite, mais sa faillite n'apparaît qu'au moment où les clients commencent à se méfier et provoquent des paniques bancaires. Ce phénomène de panique n'existe dans aucun autre secteur d'activité. Aucune autre activité ne peut être mise en faillite du jour au lendemain simplement parce que ses clients demandent la restitution de leurs biens. Aucune autre activité ne fabrique de la fausse monnaie qui s'évapore dès l'instant où elle est évaluée sérieusement. Les effets délétères de la banque à réserve fractionnaire seront étudiés au chapitre suivant. Pour l'instant, nous en tirons la conclusion que dans un marché vraiment libre, une telle activité est moralement répréhensible comme n'importe quelle autre forme de vol. Il est vrai que les billets ne mentionnent pas que l'entrepôt garantit la présence de réserves à tout moment, mais le fait est que la banque promet de convertir à tout moment et à première demande, et elle commet une fraude dès lors qu'elle émet un faux certificat puisqu'elle est incapable d'honorer ses engagements et de convertir la totalité de ses billets et dépôts. La fraude est donc avérée dès l'émission des faux certificats, mais on ne peut découvrir lesquels sont frauduleux qu'après que la panique bancaire a commencé, puisque tous les certificats se ressemblent, tandis que les derniers arrivés se retrouvent gros-jean comme devant. Puisque la fraude est interdite dans une société libre, la banque à réserve fractionnaire devrait l'être aussi. Mais supposons que la fraude et la banque à réserve fractionnaire soient tolérées, les banques étant simplement tenues d'honorer leurs engagements et de convertir en or à première demande, et tout défaut entraîne immédiatement la faillite. Un tel système porte le nom de banque libre. Doit-on s'attendre à une émission massive de faux certificats et à une expansion monétaire artificielle? Beaucoup de gens pensent que oui.
Et il considère que des banques sauvages provoqueraient alors une expansion astronomique de l'offre de monnaie. Bien au contraire, la banque libre serait un système monétaire beaucoup plus solide que celui que nous avons aujourd'hui. Les banques seraient contraintes, et même fortement contraintes, par les 3 limites déjà évoquées. D'abord, chaque fois qu'une banque émet de la monnaie, elle perd de l'or au profit des autres banques, car une banque ne peut émettre de la monnaie qu'auprès de ses propres clients. Supposons par exemple que la banque A, détenant 10 000 onces d'or, émette 2 000 onces de faux certificats, afin de les prêter à des entreprises ou bien de les investir en actions. L'emprunteur ou celui qui a vendu ses actions veut dépenser son argent en biens et services. Après un certain temps, la monnaie finit dans les mains d'un client d'une autre banque B. À ce stade, la banque B demande à la banque A de convertir ses certificats en or afin que l'or puisse être transféré vers les coffres de la banque B. On voit donc que plus la part de marché d'une banque est importante et plus ses clients échangent entre eux, plus il est facile aux banques d'augmenter leur offre de monnaie et de crédit. Car si la banque a une part de marché étroite, la monnaie est convertie peu de temps après son émission et nous avons vu que la banque n'a pas les moyens de convertir plus qu'une fraction de ses billets. Pour éviter le risque de faillite qui en résulte, une banque ayant une part de marché faible doit donc détenir proportionnellement plus de réserves d'or et peut d'autant moins se développer. S'il y a une seule banque par pays, le potentiel de développement est bien plus important que s'il y a une banque à chaque coin de rue. Toutes choses égales par ailleurs, plus il y a de banques, plus elles sont petites et plus l'offre de monnaie est solide. De la même manière, le développement des banques est limité parce qu'il y a des gens qui n'utilisent aucun service bancaire. Plus il reste de gens qui utilisent l'or au lieu de la monnaie de banque, moins il y a de risque d'inflation bancaire. Mais supposons que les banques décident d'organiser un cartel et acceptent d'encaisser les certificats des unes et des autres sans demander leur conversion en or. Et supposons de plus que l'usage des billets de banque soit très répandu. Reste-t-il des limites à l'expansion bancaire ? Ouais, elle reste limitée par la confiance des clients dans leur banque. En voyant l'offre de monnaie et de crédit gonfler de plus en plus, de nombreux clients vont s'inquiéter d'un épuisement possible des réserves. Dans une société réellement libre, ceux qui sont au courant de la véritable situation financière des banques peuvent former des associations anti-banques pour exhorter les clients à retirer leur or avant qu'il soit trop tard. Les paniques bancaires provoquées par ces agitateurs et la menace qu'ils représentent suffisent à freiner l'expansion monétaire. Cette discussion n'a pas pour but de dénigrer la pratique du crédit, qui a une fonction importante et même vitale pour le marché. Dans une transaction de crédit, un propriétaire de monnaie, un bien utile dans le présent, l'échange contre une reconnaissance de dette payable à une date future, cette dette étant un bien futur. Et le taux d'intérêt représente la différence de valeur sur le marché entre un bien présent et un bien futur. Mais les billets de banque et les dépôts ne sont pas du crédit. Ce sont des certificats de dépôt, des droits de retrait instantané sur de la monnaie présente dans les coffres, par exemple de l'or. Le débiteur fait en sorte de payer sa dette à l'échéance, mais le banquier, disposant de réserves fractionnaires, ne peut payer qu'une petite partie de ses engagements existants. Au prochain chapitre, nous examinerons les différentes formes d'intervention étatique dans la monnaie, destinées pour la plupart à éliminer tout obstacle naturel à l'inflation, au lieu de réprimer le faux monnayage. Petit 13, un récapitulatif. Qu'avons-nous appris sur la monnaie dans une société libre ? Nous avons vu que toute monnaie est apparue et doit apparaître à partir d'une marchandise utile qui est sélectionnée par le marché pour servir de moyen d'échange. L'unité monétaire
est simplement une unité de poids de la monnaie marchandise, habituellement un métal tel que l'or ou l'argent. Sous un régime de liberté, les marchandises qui servent de monnaie, leur choix et leur forme, résultent de décisions prises volontairement par des individus libres. Battre monnaie, par conséquent, est une activité privée aussi légitime que n'importe quel commerce. Le prix de la monnaie est son pouvoir d'achat en termes de tous les autres biens dans l'économie. Il est déterminé par l'offre et la demande de monnaie de chaque individu. Chaque fois que l'État tente d'en fixer le prix, il perturbe la satisfaction de la demande de monnaie. Si les gens trouvent pratique d'utiliser plusieurs métaux comme monnaie, leur taux de change sur le marché est déterminé par leur offre et leur demande relative et il tend vers le rapport entre leur pouvoir d'achat. Dès qu'un métal est disponible en quantité suffisante pour que le marché le sélectionne comme monnaie, une augmentation du stock n'améliore pas sa fonction monétaire. Une augmentation de l'offre de monnaie ne fait que diluer le pouvoir d'achat de chaque once de monnaie et n'aide pas l'économie. Cependant, une augmentation du stock d'or ou d'argent répond à des besoins non monétaires pour lesquels on utilise ces métaux, l'ornementation, les usages industriels, etc., ce qui a donc une utilité sociale. L'inflation, l'augmentation du nombre de substituts monétaires sans contrepartie métallique, n'est jamais utile socialement, mais profite à une partie de la population au détriment du reste. L'inflation constitue une violation du droit de propriété et n'aurait pas sa place sur un vrai marché. En somme, la liberté peut produire un système monétaire qui fonctionne tout comme elle le fait pour le reste de l'économie. Contrairement à ce qu'écrivent certains auteurs, la monnaie n'a rien de spécial qui justifie sa réglementation complète par l'État. Ici aussi, c'est en étant libres que les hommes peuvent satisfaire leurs besoins économiques avec le plus d'efficacité et de souplesse. Pour la monnaie comme pour les autres activités de l'homme, la liberté est non pas fille de l'ordre, mais mère de l'ordre. Voilà, fin de la première partie. On a fait le tour de ce qu'est la monnaie dans les grandes lignes dans une société libre. Le petit récapitulatif est vraiment bienvenu. En fait, ce bouquin mérite d'être connu, à rendre obligatoire au collège pour poser de bonnes bases saines. On se retrouve dans quelques jours pour entamer la deuxième partie intitulée « L'État se mêle de la monnaie ». Tweet, like, retweet, abonne-toi à la chaîne, partage ce cahier de vacances autour de toi. Ciao!